Les Congo. Comment dominer un pays en utilisant la propagande et la cupidité? Une victoire militaire totale de l'ONU ne peut finalement pas bénéficier au peuple congolais. Par conséquent, nous sommes prêts à proclamer immédiatement devant le monde que la sécession katangaise est terminée. Les opérations que menait l'ONU, c'était des opérations d'offensive. C'était de l'offensive militaire grandeur nature. Il avait ramené des Indiens, des Sri Lankais, des Éthiopiens, des Irlandais, habillés avec des tenues de l'ONU, armés jusqu'aux dents, et qui, dans le but de maintenir la paix, étaient en train d'attaquer le Katanga. United Nations forces in Katanga were harassed by the women of the province. A wife slumps to her death beside her husband, Albert Verbrugge of Belgium, as Verbrugge, badly wounded, staggers from his car to beg that the shooting cease. Tyke, also of Belgium, receives first aid, but she is mortally wounded. The three Europeans... Mulelism. As the fightings continued, several non-Congolese in the region began to flee the country. At the time, the United Nations operation in the Congo, ONUC, a peacekeeping mission tasked with maintaining law and order during the secessionist crisis, was in the process of withdrawing its troops from the Congo. Après avoir vaincu les Katanga, l'ONU va se retirer et ils laisseront les Moulélistes massacrer la population. Ils ont juste mis en lieu sûr une centaine de religieuses vouées à la mort conformément au mode opératoire des boxeurs, impliqués à Moulélé lors de ces 2 années de formation en Chine. Apart from this mission, ONUC played no further role in the rebellion. Ces 5 femmes seront abandonnées dans le couvent de Katende, dans le Kasaï. Elles sont alors âgées d'une dizaine d'années et tous les soirs seront violées par certaines milices congolaises. Les milices qu'on est venu nous donner pour nous garder, on était restés là-bas maintenant pour leur fiesta. Chaque soir, on devrait faire le film. On nous enlève les bougies, on nous ouvre les jambes, on nous met les bougies dans les jambes, et c'était comme ça, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. L'ONU ne sauvera pas les enfants métis, celles qui ont survécu et sont passionnées en Belgique aujourd'hui réclament 50 000 € à la Belgique pour crimes contre l'humanité. Jina yangu Ilunga Maluka Monika. Nilizalikwaka mu 1947 ku Katompe, Kabalu, kufika mu independence. Baba yangu wakamuwaka. Alikuwa nani direkteri wa partension ya Kafem kwa kunani Katompe. Fimbo ndio jina yake. Cette maman a eu la chance de ne pas être arrachée à sa mère par des crimes contre l'humanité dans son cas. Seul son papa belge a été tué, mais elle vit dans la précarité. M. Moulélé est connu depuis sa jeunesse pour sa violence et pour ses extrémités. J'ai eu l'occasion de le connaître très particulièrement puisque j'ai été avec lui dans le même établissement scolaire. J'ai partagé avec lui les débuts de la vie du Parti solidaire africain. Vous étiez au séminaire avec lui? Nous avons été au petit séminaire avec lui où Moulélé déjà avait dû être renvoyé parce qu'il ne pouvait pas croire à l'époque qu'une vierge ait pu donner naissance à un enfant Dieu. Dans la suite, M. Moulélé, après ses études moyennes, a été recruté pour l'armée, où également il a déserté parce qu'il avait tenté d'organiser vers les années 51-52 une mutinerie au sein de la garnison. Il s'est fait engager à l'administration coloniale de l'époque du gouvernement central. Et en 1958, il a suivi des cours de marxisme par un professeur à Léopoldville. À votre avis, Moulélé veut installer un régime communiste dans le Kwilu?
en croire ou en analyser les actions qu'il est en train de mener, on serait penché à le croire, étant donné que Moulélé, avant d'entreprendre son action directe au Kwilu, vient de passer près de 2 années en Chine communiste où il a appris le maquis. Alors il ne serait pas impossible, étant donné surtout les débuts de son maquis qui ressemblent étrangement aux actes que les communistes, n'est-ce pas, ont posés en Chine lorsqu'ils ont commencé leur révolution. Il ne serait donc pas étrange de croire que c'est un régime communiste qu'il voudrait imposer. L'attaque contre les missionnaires, spécialement, est un témoignage qui, à mon sens, est révélateur. Pourquoi s'attaquer aux missionnaires? Pourquoi s'attaquer aux représentants de l'autorité? Pour créer le vide? Oui, d'après les renseignements qui nous parviennent et d'après, n'est-ce pas, tout ce qui entoure l'action de Moulélé, il semble que Moulélé cherche avant tout à créer le vide le plus complet dans les régions de Gungu et d'Idiofa qu'il occupe en ce moment, essayant d'écarter par des moyens de violence toute personne qui peut exercer sur la population une quelconque influence, qu'elle soit morale, qu'elle soit politique ou autre. Il semble que le but de Moulélé ne soit pas la seule province du Kwilu, qu'il soit plutôt l'ensemble du Congo et que le Kwilu ne soit que le tremplin pour pouvoir atteindre les autres régions du Congo. Et on laisse entendre dans les milieux qui ont certaines accointances avec Moulélé qu'il viserait surtout Léopoldville où il entend prendre le pouvoir. Je crois que le gouvernement a pris toutes les mesures qui s'imposent. On pourrait faire plus? Je crois qu'il y a moyen de faire plus et les responsables sont conscients de la situation. Après la mort de Lumumba, l'ambassadeur de l'Union soviétique fit expulser du pays. Donc, il passe au plan B, avec l'utilisation des rebelles formés en Chine et Union soviétique. Moulélé dispose-t-il, à votre avis, de fonds importants? On ne peut pas évaluer exactement les fonds dont il dispose, mais le service d'ordre ont saisi lors d'une attaque contre un camp d'entraînement un de ses carnets chèques dont il avait déjà tiré plusieurs chèques sur des banques étrangères à Beyrouth, à Genève, au Caire, et on suppose qu'il dispose de fonds importants puisque sur ces chèques qu'il avait tirés, il était porté des sommes assez importantes qui dépassaient plusieurs millions en devises. Dispose-t-il de troupes importantes? On peut considérer que les jeunes gens qui sont valides dans les territoires d'Idiofet de Gungu se sont pratiquement tous mis à son service et je crois qu'on peut les évaluer facilement à quelques 5 ou 6 000. Fanatisés, bien armés? Moulele's forces, despite being poorly armed, made extensive use of witchcraft to demoralize their opponents. They also adopted tactics reminiscent of the Chinese Revolution. Il est fort probable que les rebelles formés en Chine aient ramené une drogue produite à partir de l'opium, comme la morphine, les rendant insensibles à la douleur causée par le blessure de balles de fusil. Et Michel Mez. Souvenez-vous, le 30 juin 1960, c'est le début de l'indépendance pour le Congo. C'est aussi le début de troubles aussi variés qu'incessants aux 4 coins du pays. Querelles ethniques, sécession, effondrement de l'administration, crise constitutionnelle et autres mutineries dans l'armée. En 1964, cela fait donc déjà 4 années de chaos pour le jeune État indépendant. En janvier, une rébellion conduite par Pierre Moulélé secoue la province du Kwilu. 3 mois plus tard, des troubles éclatent au sud de Bukavu. Le 15 mai, des rebelles appelés Simba, ce qui veut dire lion, s'emparent de la ville d'Uvira, à l'est du Congo. Ils progressent rapidement vers le nord avec en ligne de mire Stanleyville, Stan pour les initiés, capitale de la province orientale. Oui, je suis Simba. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. 20 ans tout juste. Tout juste. Et quels étaient les chefs de Simba? Est-ce qu'il y avait des officiers? Est-ce qu'il y avait des chefs de groupe, de patrouille, de section? Il y avait des chefs de section, des chefs de groupe. Et il y avait aussi des colonels. Et qui étaient les chefs? Des spécialistes? Des spécialistes qui savent se servir mieux à l'arme. Servir mieux de l'arme qu'ils emploient. C'est ça. C'est des gens des Simba qui avaient appris à se servir des armes à l'étranger. Oui, ce sont ces gens qui à l'étranger sont allés se renseigner pour savoir se servir de l'arme. Et où ça à l'étranger? À l'étranger, chez les Chinois.
ou bien à Moscou. Et vous aviez quel genre d'armes? Des armes automatiques, des mortiers, des grenades? Nous avions des grenades, des mortiers, des phares, des FN et des Mauser automatiques. Mais d'où viennent toutes ces armes-là? Quelques-uns viennent des soldats qui les ont laissés à Uvira. Et les autres, ce sont les soldats qui sont morts, qu'on prenait leurs armes et on s'en servait. C'est ça. Il n'y avait pas d'autres ressources pour avoir des armes. Il n'y avait pas de... Les Simba n'achetaient pas d'armes, en fait. C'était toutes des armes récupérées. Oui, ce sont des armes récupérées, mais il arrivait qu'on voyait des armes qu'on ne savait pas d'où ça vient. Ah bon? Des armes quoi? Russes, tchèques ou chinoises? Des armes automatiques. Oui, mais de quelle marque et de quel pays? On limait la marque pour qu'on ne sache pas d'où ça venait. Ah bon, mais qui limait la marque? On ne sait pas, on voyait seulement des armes comme ça. On parle beaucoup de la présence d'étrangers, notamment de Chinois, parmi les moulélistes, dans les rangs moulélistes. Est-ce exact? C'est tout à fait exact, et si vous le permettez, je vais vous lire un rapport que je viens de recevoir à l'instant. D'après un témoin venant d'Uvira par Uzumbura, le 16 juin, 2 civils vêtus à la mode chinoise et un Tchèque sont arrivés à Uvira. Ils sont actuellement au QG des partisans à la Sucraf. Après leur arrivée à la Sucraf, les partisans ont commencé à organiser leur position défensive autour des bâtiments, c'est-à-dire ces messieurs creusent déjà des tranchées. Le 17 juin dernier, donc avant-hier, 4 autres Chinois en civil sont arrivés à Uzumbura. On s'attend à ce qu'ils soient envoyés à Uvira sous peu. Le 17 juin toujours, le Tchèque était en route pour faire sauter le pont de Luvungi, le même pont que les nôtres contrôlent. Lorsqu'il a vu que les troupes de l'ANC y étaient, il est retourné à la Sucraf. On s'attend à ce qu'il mine le pont de Luvungi dans les prochains jours. Tous les Européens de la Sucraf ont été évacués. Et ceux qui avaient été en Chine ou bien à Moscou, qu'est-ce qu'ils racontaient? Est-ce qu'ils racontaient d'autres choses? Oui, ils nous racontaient comment on étudie, ils nous racontaient comment on doit savoir manier une arme, qu'ils étudient même pendant la nuit comment tirer, comment on conduit une tank, comment on doit viser un type qui court, ou bien comment on peut se cacher, des choses comme ça. Et pour la doctrine, qu'est-ce qu'ils vous expliquaient? Ils nous expliquaient que les Chinois n'ont pas la même doctrine que les Belges. Là, ils sont libres, ils sont contents. Enfin, ils font ce qu'ils veulent sans nuire aux autres. Tandis que si tout est mécanisé, je dis. Alors, on n'est pas libre ici. Et il disait qu'il fallait une solution chinoise au Congo, ou qu'est-ce qu'il fallait faire? Que c'était mieux d'avoir des conseils chinois que des Belges. Il préférait les Chinois? Il préférait les Chinois, mais... Oui, il préférait les Chinois. Et vous, par exemple? Moi, je ne connais pas les Chinois pour préférer des Belges, mais je préfère quelques Belges et quelques Chinois, moi. Je crois que ça ira. Moitié-moitié. Moitié-moitié, je crois que ça fait l'affaire. Mais les choses dégénèrent rapidement. L'armée nationale congolaise, l'ANC, commandée par un certain Mobutu, n'offre pratiquement aucune résistance aux Simba qui se rapprochent dangereusement de Stanleyville. Le 4 août, en fin d'après-midi, ils entrent dans Stan. La ville est prise en quelques heures. Les Simba sont pourtant peu nombreux et mal armés, mais drogués au chanvre, ils se croient invulnérables. On n'a jamais cru qu'ils arriveraient. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Étant donné que les autorités étaient rassurantes, disant que l'armée va les arrêter, etc. Donc, franchement, je n'ai jamais cru qu'ils pouvaient rentrer en ville. Ça a été pour moi une surprise. J'ai vu les camions de l'armée légale partir au combat vers l'endroit d'où venaient les rebelles, partir au combat en marche arrière, pour fuir le plus rapidement possible dès l'arrivée des rebelles. Ils n'ont pas du tout combattu? Ils n'ont pas du tout combattu. L'armée légale congolaise n'était plus payée depuis longtemps, si bien qu'elle fouillait
Elle ne voulait pas risquer sa vie contre les rebelles. D'autre part, la légende était que si quelqu'un tirait contre les rebelles, la balle ricochait sur le corps du rebelle et revenait tuer le tireur. Et beaucoup de monde y croyait? Ah oui, ça, l'armée congolaise légale y croyait. Si bien que tous les soldats de l'armée congolaise tiraient en l'air, et ce qui fait qu'aucun rebelle n'était tué, et que les rebelles, plus que jamais, étaient persuadés qu'ils étaient invulnérables. Et ça, c'était une invention absolument géniale, et l'on a toujours soupçonné des Chinois d'avoir éduqué en ce sens l'armée rebelle. Ils étaient habillés un peu n'importe comment. L'un avait les ceinturons, l'autre avait les guêtres, un avait les bérets. Au point de vue armes, c'était soit arc, flèche, des faux fusils. C'était rien. C'était 2 escouades de 12 personnes emplumées, armées de bâtons, et en criant « Maï, Maï, Moulélé, l'eau de Moulélé nous protège », etc. Et effectivement, ces 25 personnes ont pris la ville de Stanleyville. Mais par la suite, je sais qu'au camp Kétélé, qui se trouvait 2 kilomètres plus en arrière, il y avait 2000 soldats rebelles qui étaient prêts à intervenir avec des vraies armes au cas où c'eût été nécessaire. On a dit qu'il y avait beaucoup d'enfants dans cette armée. Je n'ai pas vu d'enfants ce jour-là, mais par la suite j'en ai vu. Je puis vous dire que au cours des 111 jours que nous avons passés à Stanleyville, il m'est arrivé de devoir négocier avec des enfants de 9 ou 10 ans, armés de vrais fusils avec de vraies balles. Est-ce que ce n'est pas une terrible responsabilité pour un jeune général, de tout de même se lancer à l'attaque contre des jeunes gens, de faire tuer des jeunes gens, comme vous dites? C'est un cas de conscience, je le sais, je ne me suis jamais... caché de cela. Caché, n'est-ce pas, de le dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Par tous les moyens, il faut sauver l'honneur de l'armée nationale. Et si j'ai été en première ligne, comme vous le savez, à partir de Bugarama jusqu'au Kamanyola avec mes hommes, c'était dans mon intention simplement ceci, prouver que la force reste du côté de l'ANC. En pleine guerre froide, les Occidentaux soupçonnent les communistes chinois de tirer les ficelles de cette révolte. Les chefs rebelles démentent, à commencer par celui qui s'est autoproclamé président de la nouvelle République populaire du Congo, Christophe Gbeni. Des massacres sont organisés en public et pas n'importe où, devant le monument Lumumba, tout un symbole. Tous les gens qui, de près ou de loin, avaient touché au pouvoir précédent étaient kidnappés et massacrés sur le champ. Pendant les premiers jours, des cadavres jonchaient le sol absolument partout. Ceux qui n'ont pas fui, je t'ai tué. Directement? Ah bah oui. Chaque fois quand on devait tuer quelqu'un, la population, ils étaient invités pour assister à ça. Ou bien on te coupe d'abord les mains, les jambes, on te laisse comme ça. En public? Ah, oui, et alors on demandait, il était gentil? Non, on peut les tuer, oui. Et puis il y avait un monsieur qui était là, il ouvrait le torse, il sortait les cœurs, il mangeait sur place. Vous vous considérez comme l'héritier et comme le vengeur de Patrice Lumumba. Comment est-ce que vous allez continuer sa politique? Non, nous sommes les continuateurs de l'œuvre de Patrice Lumumba. Vous avez des enfants? J'ai 2 petits-enfants ici à Uzumbura, un grand-fils à Stanleyville. Tous les 3 des mulâtres. Que fait-il votre fils à Stanleyville? Vous l'avez plus vu? Je ne l'ai plus vu depuis 4 ans. J'étais très inquiet du sort de mon fils, ayant appris que tous les mulâtres étaient tués, soit par l'ANC, soit par les Moulellistes. Essayant d'écarter par des moyens de violence toute personne qui peut exercer sur la population une quelconque influence, qu'elle soit morale, qu'elle soit politique ou autre. Par exemple, à Kalemi, les Simba tueront le chef coutumier, le grand chef Ntumbwe, ainsi que le missionnaire. Ceux qui connaissent l'histoire se souviennent aussi qu'à cette époque, le lac s'est déchaîné et a inondé la ville de Kalemi, tout comme aujourd'hui. Les Simba, pour ne pas perdre leur pouvoir, ne pouvaient pas marcher dans l'eau. Et on est allé jusqu'au fleuve, à 9 km, plus ou moins. C'est là que tous
Les sœurs et les Européens qui étaient là ont été tués. 9 religieuses, 6 missionnaires et plusieurs autres Belges sont tués sauvagement, puis jetés dans la rivière Kibali. Les rares rescapés se terrent pendant plusieurs semaines. Ils ne doivent leur salut qu'à l'aide et à la discrétion des populations locales. C'est le lendemain, quand on a su que tout le monde était mort, c'est les abbés qui ont envoyé des enfants dire « Vous devez vous cacher, vous ne pouvez pas rester là-bas ». On a fermé toutes les portes. Et puis on a dit « Non, c'est pas encore assis, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous devez aller dans une petite place pour vous cacher. » Et nous avons été nous cacher là-bas. Les infirmières et nos travailleurs ont essayé de nous mettre à cette place-là. Donc ils savaient, tout le monde savait où nous étions. Donc c'est vraiment la solidarité congolaise qui vous a marqué à ce moment-là? Je vous assure que les gens ont fait vraiment tout ce qu'ils ont pu pour nous. On aurait dû être tués 10 fois. Hein. C'est grâce à eux que vous êtes encore en vie? Oh oui, bien sûr. Ah oui. Ça, une générosité formidable. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans cet événement? Le moment le plus difficile pour vous, c'était lequel? Ben, de se retrouver tout seul comme ça, on aurait voulu être mort. Hein. Ça me gênait de ne pas être tué. Pour l'enrôlement, les choix se portent surtout sur les personnes facilement influençables. Monsieur Martin Kassongo, vous êtes ministre de l'Information, de la Justice, de la Sécurité et de la Presse du gouvernement révolutionnaire congolais de monsieur Gaston Soumialo. Je pense qu'il s'agit là d'une très brillante promotion pour une personnalité de votre âge. Quel âge avez-vous, monsieur le ministre? Je suis à l'âge de 28 ans. 28 ans, en effet, c'est très brillant. D'autant que je crois que vous êtes aussi colonel. Oui, je suis colonel Kassongo Martin, ministre de l'Information, Prince, Sécurité et Justice, section de l'Est du Congo. C'est en effet tout à fait remarquable. Et pour être arrivé si jeune à une si brillante situation politique, monsieur le ministre, je pense que vous avez dû faire une carrière quand même assez rapide et brillante. Quand avez-vous commencé votre carrière politique? J'ai commencé à faire ma politique depuis 1958. Un an avant l'indépendance? Oui, avant l'indépendance, lors de l'arrivée du fait regretter Patrice Lumumba, lors de son retour de Belgique. Monsieur le ministre, vous avez un quadruple portefeuille, ce qui est assez rare. Comment organisez-vous l'activité des différentes sections de votre ministère? Voilà, il s'agit ici. Je m'occupe en tant que ministre de l'Information, Presse, Sécurité et Justice. Oui, oui, c'est... Voilà, j'ai composé mon cabinet ici. Dans chaque ministère, à l'information, j'ai un chef de cabinet. Sécurité, j'ai un chef de cabinet. Justice, j'ai un chef de cabinet avec ses adjoints, oui. Les attachés, oui, oui. Le huissier, jusqu'à là. Vous avez donc, si je comprends bien, 4 chefs de cabinet sur qui vous pouvez vous reposer, oui. Ce qui vous permet, vous, de survoler, me donner des rapports et régulièrement. De survoler votre ministère et ce qui vous dégage quand même de pas mal de travail. Monsieur le ministre, je crois que vous m'avez dit avoir fait des études à Paris. Vous avez fait des études à Paris et à Belgrade, il me semble. Voilà. Je fais mes humanités au Congo. Au Congo. Bon, après, je me suis envoyé à Belgrade, à l'université de Belgrade, oui, oui. Yougoslavie, à la faculté de droit. Oui. Et après, je suis reparti de nouveau pour faire un stage de 2 mois, en 3 mois, à Paris. Vous connaissez par exemple à Paris le quartier de Saint-Germain-des-Prés, je suppose? Oui, je sais très bien, très bien. D'ailleurs, je peux dire entre nous que vous êtes un excellent danseur, puisque je vous ai vu danser. Oui, je suis un danseur. Oui, à Albertville. Voilà, je me fais étudier en danser. Oui. Là où j'ai commencé à étudier à danser très bien, des twists, boléros, tango. Oui. D'ailleurs, j'aime la ville de Paris. Bon, aujourd'hui, on va augmenter un peu l'intensité, on va analyser cette figure grandiose, exceptionnelle qu'était le Che Guevara, pour se rendre compte qu'en réalité, il est frôlé le mal absolu. Il a lui-même avoué avoir tué des personnes sans savoir si elles étaient coupables ou innocentes. Aussi, Fontava nous explique que les Noirs et les Métis étaient envoyés de façon disproportionnée au peloton d'exécution. Le Che Guevara les considérait comme des fainéants qui n'avaient rien apporté à la révolution. Pour résumer, on a un gars qui est idolâtré par un grand nombre de personnes, qui était en réalité un homophobe,
un psychopathe et même probablement un raciste. Mais bon, quand on voit que certains adorent toujours Staline ou Mao, il faut se dire que ça fait partie de la nature humaine que d'oublier l'histoire, donc il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je suis fasciné, voyez-vous, à l'idée qu'un homme, qui plus est un père de famille, puisse quitter les siens et ses responsabilités les plus importantes pour aller se battre sur un champ de bataille face à des gens qu'il ne connaît pas, qu'il n'a absolument jamais vu. Il ne connaît pas ni ce pays, ni le drapeau, ni la langue, ni l'histoire. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est allé se battre, il est allé tuer des gens, tout cela parce que un homme politique, un employé de banque, est parvenu par un discours hypnotique à le convaincre qu'il agissait pour le bien, pour la justice, pour les droits de l'homme, la démocratie. Alors, en tant qu'humoriste, on est tous à la recherche de la blague qui tue. Mais là, je m'incline. Il s'agit de l'agression du Zaïre par des anciens gendarmes katangais venus d'Angola via la Zambie, entraînés et encadrés par des Cubains, équipés par l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. Ce coup, les promoteurs de l'agression l'avaient baptisé l'opération Colombe. Cette agression qui défraie la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. Ce qui veut dire que seuls les auteurs de cette agression sont responsables de l'assassinat collectif des centaines d'expatriés et des milliers de Zaïrois innocents. Nous avons eu affaire à des bandits, à des gangsters. L'armée zaïroise n'a pas eu en face d'elle une armée organisée qui a envahi le pays, mais nous avons eu affaire à des tueurs qui se sont infiltrés. L'intention de tuer, d'assassiner, de faire du tort, de toucher au cœur même de l'économie du Zaïre est là. Les documents saisis le prouvent. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus pour assassiner. Ils sont venus pour faire du tort à l'économie au moment même où un plan, celui qui porte mon nom, était déjà là, monté avec le concours de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Bien, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais je crois qu'avec ce que nous sommes en train de préparer, je suis en mesure de vous dire que la sécurité de ceux qui feront désormais confiance à mon pays sera garantie à 100%. Les grands responsables, il le dit aujourd'hui, comme il le disait à notre envoyé spécial Christian Bousquet l'an dernier, au moment où ses troupes aidées des Marocains venaient de reprendre la ville de Mouchacha. Toutes les caisses portent la mention Union soviétique, donc vous savez qui est derrière ce qui se passe ici, le sang de mon peuple qui coule à cause de l'Union soviétique. Il ne faut même pas me poser des questions là-dessus, c'est l'Union soviétique qui est derrière. Voilà un peuple qui vivait paisiblement et brusquement qui est agressé. C'est ça. Et moi, en ce qui me concerne, je dirais toujours les quatre vérités. Même lorsque Brejnev fera des déclarations mensongères. Le pion Neto en Angola, qui l'a placé au pouvoir? C'est l'Union soviétique. Retirer aujourd'hui les Cubains et les autres mercenaires qui sont en Angola. Ben, c'est fini. Plus de pouvoir. Les parachutistes zaïrois, largués hier sur Kolwezi, ont réussi à dégager l'aéroport. Nous volons à l'instant même à bord d'un C-130 Hercules, piloté par le général Mobutu lui-même, qui se rend sur place à Kolwezi, là où les combats font rage. Monsieur le Président, quelle est la situation militaire actuellement à Kolwezi? Comme vous l'avez appris hier, depuis 18h30 heure locale,
l'aéroport de Kolwezi a été réinvesti par le 311e bataillon aéroporté de nos troupes. Les combats continuent encore? Les combats font toujours rage dans la ville même. Et pensez-vous que la bataille sera longue et dure? Nous sommes en train de mettre le dispositif en place. Ça dépend de la conduite de la guerre. Mon général, une dernière question. Il y a tout de même 4000 Européens qui sont retenus en otage par les Katangais. Est-ce que vous allez pouvoir les dégager? Je crois vous avoir dit ici que tous les dispositifs sont en cours. Les BRICS vaincront sans risquer la vie d'un seul de leurs compatriotes.